Bonjour, nous sommes le mardi 31 décembre 2019, la Saint-Sylvestre, et dans quelques heures, c'est une décennie qui s'achève. Il faudrait que je vous fasse le bilan de cette décennie, j'étais là. Mais en attendant, je vais vous parler de la situation aux États-Unis. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé de Monsieur Trump et compagnie, mais ça c'est parce que c'est la trêve des confiseurs aux États-Unis comme ici. Et il y a un élément supplémentaire. L'élément supplémentaire, vous êtes au courant, c'est que la partie du Congrès, on appelle souvent le Congrès, sans dire plus de précision, qui est la Chambre des représentants des États-Unis, a voté l'impeachment, l'empêchement, c'est-à-dire la destitution de M. Trump. Et c'est un processus en deux parties. Il faut encore que maintenant le Sénat vote également la destitution. Le processus est différent. Vous savez, le Sénat aux États-Unis représente essentiellement les régions plutôt que les gens. Il y a un pouvoir qui est donné aux États individuels, qui soient absolument surpeuplés comme la Californie ou qui soient absolument dépeuplés comme, je ne sais pas, le Nord Dakota, ne fait pas de différence du point de vue du Sénat. Et il faut qu'une destitution soit votée aux 2 tiers des personnes du Sénat. En ce moment, il y a une majorité démocrate à la Chambre et une majorité républicaine au Sénat. Alors beaucoup de gens, même dans la presse, même au niveau des agences de presse, vous disent, eh bien donc monsieur Trump ne sera pas destitué à partir d'un raisonnement purement arithmétique. Euh, J'attire souvent votre attention sur le fait que l'histoire c'est quelque chose de pas purement statique, c'est-à-dire que c'est pas justement voilà qu'on peut pas faire des calculs à partir de Jules César et dire donc il aurait dû se passer ceci pour nous. Non, c'est plus compliqué. Il y a des tas d'impondérables, comme on dit, il y a beaucoup d'éléments qui sont là ensemble. Et dans le cas de M. Trump en particulier, il y a M. Trump lui-même, qui est une personne qui n'a pas la réputation de savoir véritablement garder son sang-froid. C'est la personne qui, quand justement se passe le processus d'impeachment, dans une journée, il écrit 123 tweets. Où il affirme qu'il garde son sang-froid contre toute évidence. Donc c'est un monsieur qui est, ses adversaires disent, qu'il est dans un processus d'autodestitution permanente, c'est vrai. D'une certaine manière, il est aussi parvenu à créer une certaine anesthésie en mettant la barre tellement bas dans la manière dont il assume sa fonction de président que le standard est devenu tellement bas qu'on se demande, voilà, c'est la personne qui dit si je me mets au milieu des Champs-Élysées locaux et que je tue quelqu'un, il ne se passera rien. Il est convaincu d'une certaine invulnérabilité, au moins il le dit. En son fort intérieur, c'est une personne d'une vulnérabilité incroyable. La victime d'un père indigne, son propre père étant lui-même victime d'un père indigne, et ainsi de suite. Ça peut déjà durer un certain nombre de générations. Mais ça ne donne pas des gens avec la confiance en soi. Donc ce sont des gens comme ça qui sont obligés en permanence d'essayer par leur activité de prédation sur le monde de se recréer une image intérieure. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le vote a eu lieu effectivement, a eu lieu à la Chambre. Il doit avoir lieu au Sénat. Ce qu'il y a, c'est que dans ce processus de impeachment dont parle la Constitution américaine, il n'y a pas de définition très claire des règlements et donc c'est aux chambres de définir de manière précise ce qui va se passer, comment on va procéder et ainsi de suite. Et il se fait que, c'est ce qu'ont fait les démocrates, si vous voulez, du côté de la Chambre, ils ont mis un soin quasiment excessif à respecter toutes les procédures, à ne pas se montrer faisant preuve d'un énervement quelconque, en montrant qu'ils se présentaient comme les représentants de la Constitution. Les républicains qui n'avaient pas la possibilité de venir vraiment avec des preuves, comment dire, convaincantes que les accusations envers M. Trump étaient fausses, n'ont pas pu faire autrement que d'essayer de s'en prendre à la procédure. Et ils ne sont pas arrivés à grand-chose, sauf à des déclarations
de soutien de principe à M. Trump et à soulever des questions de vice de forme à l'infini. Tout ça n'a pas été toujours extrêmement passionnant, justement, en raison de l'accent mis sur les questions de procédure. Mais donc, avant que les deux articles de impeachment de crimes and misdemeanors, le premier lié à l'activité de la tentative d'extorsion de M. Trump vis-à-vis du président Zelensky d'Ukraine et deuxième chef d'inculpation, obstruction à l'activité du Congrès, dans la mesure où le président a refusé, a interdit à son entourage à venir témoigner, etc. Ce qui n'a pas empêché, bien entendu, à dire qu'il était très injuste qu'il ne puisse pas se défendre, mais c'est lui, essentiellement, qui a empêché qu'un processus de défense n'ait lieu. Et donc, M. Mitch McConnell, qui est l'équivalent du côté du Sénat, disons, de Mme Pelosi, qui dirige la Chambre au nom des démocrates, l'Assemblée nationale, du côté du Sénat, c'est un certain M. Mitch McConnell, qui lui n'a pas rendu les choses faciles pour son camp en disant en laissant entendre qu'il n'allait pas respecter l'esprit de la Constitution, en affirmant qu'il allait définir ce qu'il allait faire du côté du Sénat en coordination étroite avec les counsels, les conseillers juridiques de M. Trump à la Maison-Blanche. Là, il enfreint le cadre général qui est celui d'une indépendance législative vis-à-vis de l'exécutif dans une question comme l'impeachment. Mais cela a permis à M. Lawrence Tribe, qui est un grand constitutionnaliste américain, et monsieur qui a écrit l'année dernière un livre sur le processus d'impeachment, de conseiller à Mme Pelosi, dont vous avez dit, quand Mme Pelosi a commencé à parler de cette affaire de impeachment, j'ai dit, elle vient de lire le livre de M. Tribe, c'est très clair. Et M. Tribe lui a dit, et elle a repris ça, eh bien, nous ne bougeons pas tant que M. Mitch McConnell ne nous a pas défini la procédure exacte selon laquelle le Sénat va fonctionner. Donc, elle a bien joué. Elle n'y aurait peut-être pas pensé si M. Tribe ne l'avait pas dit. Elle aurait peut-être déduit, comme je l'ai fait en lisant simplement le livre de M. Tribe. La balle est dans le camp républicain. Tant qu'ils ne disent pas quelles sont les règles de jeu de ce qui va se passer, Mme Pelosi a beau jeu, elle, de dire tant qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas si il y aura des témoins, on ne sait pas si on va faire ceci comme ça, moi j'attends que vous soyez prêts. Alors que ce que lui répond M. McConnell, vous avez peur maintenant. Les démocrates n'ont pas à avoir peur. Ils ont voté au niveau de la Chambre, ils ont voté l'impeachment. Donc le problème, il est de l'autre côté. Le problème maintenant des républicains, c'est d'empêcher que la destitution ne soit confirmée par le Sénat. Alors qu'est-ce qui va se passer? On attend. Le temps joue pour les démocrates. D'abord parce que continue d'y avoir, au niveau des cours locales, il continue d'y avoir des procès qui ont lieu où sont impliqués en particulier M. Giuliani, avocat maintenant de Monsieur Trump, ancien maire de New York, chef de l'équipe, de la seconde équipe en Ukraine, qui parasitait celle des ambassadeurs, du consulat, du corps diplomatique classique. Et Monsieur Giuliani, on apprend des choses tous les jours. On a appris, si j'ai bon souvenir, c'était avant-hier, qui dirige aussi en fait une équipe parallèle vis-à-vis du Venezuela. Il est probablement payé par de l'argent qui vient d'oligarques, soit ukrainiens, soit russes. Et un certain Monsieur Lev Parnas, qui va passer en procès, va pouvoir expliquer d'où vient exactement l'argent de Monsieur Giuliani pour défendre Monsieur Trump. Il y a encore un tas de choses qui peuvent apparaître au niveau des tribunaux locaux. Et aussi, il y a le fait que M. Trump est une personne qui a cette disposition toute particulière à péter les plombs. Et
Je voyais une journaliste qui disait le plan secret des démocrates, à mon avis, c'est simplement de le rendre complètement fou, en sachant que il va continuer de s'énerver comme il le fait, et que donc à chaque jour qui passe, il va pouvoir encore faire une bourde supplémentaire qui viendra s'ajouter au dossier. Alors, tout ça dans un contexte où, à la fin de l'année, si on arrive à la fin de l'année 2020, il y a de nouveau des élections présidentielles où M. Trump pourrait se représenter, et c'est la tradition aux États-Unis qu'un président sortant, ce dans beaucoup de pays, un président sortant se représente. Alors, il a, tout le monde sait, il a le soutien indéfectible, c'est de l'anglais ou du français? En tout cas, il a un soutien absolu du côté des républicains. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que ce qu'on appelle républicain, c'est pas quelque chose, voilà, c'est pas inscrit dans les reins. Le nombre de gens qui se disent républicains, c'est un truc qui varie aussi. Alors quand on dit qu'il y a 90% de gens qui se disent républicains qui soutiennent Trump, ça ne dit pas le nombre de républicains par rapport au nombre de démocrates. Et surtout qu'il y a entre les deux, vis-à-vis des sondages en particulier, une frange intermédiaire d'environ 15% des gens qui se disent indépendants et qui, eux, sont bien entendu plus disposés à passer d'un camp dans l'autre. Alors, horizon à la fin de l'année, de toute manière, d'une élection, quoi qu'il arrive, à laquelle se présenteront des candidats qui, si M. Trump est toujours là, seront des candidats démocrates qui se présenteront en face de lui. Et là, le camp n'est pas, comment dire, tout ça n'est pas très très convaincant jusqu'ici. Voilà, pourquoi? On a qu'est-ce qu'on a comme candidat? On a M. Joe Biden, et ce monsieur Joe Biden est particulièrement plombé, je l'ai dit le premier jour, particulièrement plombé par le fait que les républicains peuvent dire que le scandale en Ukraine, et ils l'ont dit depuis le début, ce n'est pas tellement le fait que monsieur Trump ait voulu faire du chantage vis-à-vis du président ukrainien en échange d'obtenir un avantage, des informations défavorables sur M. Joe Biden, en échange de l'aide militaire de 391 millions de dollars. M. Joe Biden a été mis en cause immédiatement par les républicains parce que disait M. Giuliani? Qu'en fait, il était, lui, en Ukraine pour dénoncer, pour trouver des informations sur les malversations de la famille Biden en Ukraine. Et là, je l'ai dit dès le premier jour, dès qu'il y a eu, on a entendu parler en septembre du rapport d'un lanceur d'alerte où M. Joe Biden était incriminé en particulier parce que son fils Hunter, qui est une personne qui a des problèmes d'addiction, comme on dit, recevait en Ukraine, comme membre d'un conseil d'administration de la compagnie Burisma, recevait des chèques de 50 000 $, disons que ça nous fait 48 000 euros par mois, simplement pour être assis là et avoir le nom de son père. Il était clair que ça allait plomber le camp démocrate. Immédiatement, les républicains pouvant dire le scandale, il n'est pas du côté de M. Trump, il est du côté de M. Joe Biden, d'autant que M. Joe Biden était intervenu à l'époque où il était vice-président de M. Obama pour faire révoquer un procureur ukrainien dont tout le monde disait à la Commission européenne, etc., que c'était un type corrompu. Donc voilà, il n'y a peut-être pas de gros scandale là. Mais ce monsieur, vice-président des États-Unis, aurait pu quand même comprendre que ça se fait pas de mettre simplement son fils comme une potiche à recevoir 50 000 $ par mois, simplement parce qu'il porte le nom de son père, que ça allait lui retomber dessus. Alors, quand il est question maintenant de faire venir des témoins pour le jury qui va se tenir au Sénat sur la question de l'impeachment, les républicains ont tout de suite dit, parmi les témoins que nous on demandera M. Joe Biden, éventuellement son fils. Ce à quoi M. Joe Biden a fait l'erreur monumentale, et là il plombe son camp démocrate, en disant je me rendrai sûrement pas, c'est une deflection, c'est une diversion de la part des républicains, etc., etc. Il aurait mieux valu qu'ils
qui disent oui. Bon, en plus, ça n'arrange pas dans sa candidature à la primaire du côté démocrate de montrer qu'il se débinerait lui aussi devant une invitation à venir parler. Il est quand même, il reste le plus haut dans les sondages pour une primaire du côté démocrate, ce qui n'est pas terrible pour les démocrates. Si la procédure dure en longueur, traîne en longueur du côté du Sénat pour l'impeachment, tous ces candidats qui sont sénateurs seront des témoins, enfin ce seront des jurés, pardon, pas des témoins, seront des jurés, et donc ils devront être là, ils ne pourront pas faire campagne. Qu'est-ce qu'on a encore? On a Monsieur Sanders, qui est, voilà, que l'opinion aime beaucoup, c'est une personnalité qui s'est toujours dite socialiste. Son problème, c'est qu'il a 78 ans et qu'il aura 79 ans au moment des élections et qu'il a eu, il n'y a pas tellement longtemps, il a eu une crise cardiaque dont on dit oui, mais non, maintenant c'est pas un problème, etc. Il aura quand même 79 ans au moment des élections. Je sais bien, avoir 79 ans maintenant, c'est comme, voilà, comme avoir 69 avant, 69 ans avant, ou même peut-être même avoir 59 ans à l'époque où moi j'étais gosse. Mais quand même, ça fait pas tout jeune. Je pense à l'âge que j'ai moi personnellement. Bon, il a beaucoup plus que, en plus, voilà, en plus, il a beaucoup plus d'années que moi. Alors, c'est un problème. Monsieur Joe Biden, en plus, voilà, en plus du fait qu'il est plombé par cette histoire d'Ukraine, il n'est pas très jeune non plus. Madame Warren, bon, elle est plus jeune. Elle a le désavantage aux États-Unis d'apparaître vraiment comme très à l'extrême gauche, ce qui permet, voilà, tout de suite à Trump, quand il en parle, de l'appeler socialisto-communiste ou des machins comme ça. Et en plus, monsieur Trump appelle Madame Warren, il l'appelle Pocahontas, le nom d'une princesse indienne, en raison des ennuis qu'a eu Madame Warren pour avoir, quand elle s'est présentée en 1986, pour obtenir, voilà, se présenter à la barre, a mis comme son appartenance ethnique, elle a mis amérindienne. Elle a mis amérindienne. Bon, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Parce que dans sa famille, on a toujours dit qu'il y avait un ancêtre qui était indien dans la famille. Ça arrive dans beaucoup de familles américaines. Moi, je peux vous dire, j'ai une fille à qui son grand-père a dit devant moi et devant elle que dans la famille aussi, oui, nous aussi, on descend de Pocahontas. C'est avant même qu'on parle de Warren et de ses relations indiennes. Ça n'a jamais conduit personne dans la famille, dans ma ancienne belle famille, à dire qu'on était indien. Mais là aussi, voilà, etc. On peut dire ça. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, Madame Warren? Il est clair. Bon, c'est une espèce d'idéalisme de jeunesse. On a l'impression, en étant un blanc américain, qu'on n'est pas vraiment dans le bon camp, pour des raisons diverses. Il y a les Amérindiens, il y a les Amérindiens d'Amérique du Nord, des États-Unis, il y a les Amérindiens qui viennent souvent du Mexique, d'Amérique centrale, il y a les gens qui sont là parce que leurs ancêtres ont été amenés comme esclaves, etc. Quand on vous dit à quel groupe appartenez-vous, c'est très tentant, je dois dire, de dire je suis amérindien. Pas parce qu'on croit que les ancêtres étaient vraiment là, mais je dirais par sympathie. C'est un geste d'affiliation idéologique, etc. Ça lui est retombé dessus. Trump l'a mise au défi de faire un examen de DNA de son patrimoine génétique. Alors là, heureusement pour elle, on lui a dit que oui, il y avait sans doute, voilà, il y a 6 à 8 générations avant, il y avait certainement, enfin bon, il y avait probablement avec une haute probabilité qu'il y avait effectivement quelqu'un d'ascendance amérindienne. Alors elle a dit tout de suite, ben, Monsieur Trump, envoyez donc le chèque d'1 million que vous aviez promis à telle fondation, voilà, des mères amérindiennes, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, Monsieur Trump? Je ne vais pas vous surprendre, j'ai jamais dit ça. Voilà, ça c'est lui, c'est le personnage. Quand il promet un truc, il dit après, je l'ai jamais dit, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça nous reste? Allez, encore pour terminer. On va sans doute avoir
Alors, on a comme candidat démocrate, on a Monsieur Biden, bon, éclopé par son histoire d'Ukraine et son fils Hunter. On a Monsieur Sanders, éclopé par le fait qu'il vient d'avoir une crise cardiaque et qu'il est vraiment très vieux. Oups, j'aurais pas dû le dire. Madame Warren avec ses trucs, bon, elle apparaît d'extrême gauche. Pour moi, ça c'est pas un souci, comme vous le savez bien, mais vis-à-vis de la population américaine en général. Et puis cette histoire, bon, qu'elle traîne, voilà, en 86, qu'est-ce qu'elle a comme âge 40, elle a 30, elle a 37 ans. Elle a 37 ans au moment où elle fait ce truc qui est probablement un mensonge de s'inscrire comme étant au barreau, comme étant amérindienne. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Monsieur Bloomberg. Monsieur Bloomberg qui apparaît de nulle part. Michael Bloomberg, un milliardaire. C'est pas un milliardaire comme Trump. Il a gagné son argent honnêtement, entre guillemets, à l'intérieur, je veux dire, à l'intérieur du système comme il est, pas en trompant les impôts, pas en trichant de telle et telle manière, pas en recyclant de l'argent sale, pas en prétendant qu'il possédait des choses qu'il possédait pas simplement en faisant des franchises avec le nom Trump sur des trucs qui lui appartiennent pas, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a gagné son argent à l'intérieur du système capitaliste américain comme il faut. Et là, monsieur Bloomberg, qui a quand même fait de la politique déjà. Il a été maire de New York. Il arrive et là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait des chèques. Il fait des chèques. Il va dans les États qui risquent encore de voter Trump la prochaine fois et il fait des gros chèques pour faire de la publicité où on va faire de la contre-publicité contre Trump. C'est-à-dire il utilise d'une certaine manière contre Trump les mêmes armes que Trump lui utilisait. Et là, on va voir vis-à-vis de qui est-ce que ça peut influencer d'avoir Bloomberg en face? Les gens qui votent Trump parce qu'ils admirent un millionnaire. Voilà. Pourquoi est-ce que les gens votent Trump? On a tendance à dire, moi j'ai tendance à dire aussi, parce qu'il dit Make America Great Again et que tout le monde comprend que ça veut dire Make America White Again, qu'on rende les États-Unis blancs à nouveau. Ah, et ça m'a fait plaisir que l'un d'entre vous m'envoie une lettre l'autre jour en disant, vous savez, dans le domaine francophone, vous êtes le premier à avoir attiré l'attention sur le fait que Trump c'était véritablement un raciste, que c'était quelqu'un qui se présentait dans une position essentiellement raciste à une époque où, bon, vous avez dit ça un an avant que quiconque d'autres dans le domaine francophone, au moins européen, disent quelque chose de cet ordre-là. Les gens se reconnaissent en lui parce qu'il dit vous êtes peut-être de la merde, mais il y a des gens qui sont encore pires que vous. Voilà, tous ces Amérindiens qui viennent d'Amérique centrale, tous ces gens qui sont des descendants d'esclaves chez nous. Je vais remettre l'économie sur pied, etc. Je vais faire revenir tous les jobs qui sont partis, alors que 87% des jobs qui sont partis, c'est simplement de la mécanisation, ça n'a rien à voir avec je sais plus que le terme qu'on utilise en français, de la délocalisation. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi des gens qui votent que pour Trump en vote simplement de protestation. C'est le vote, je dirais, Zazie dans le métro. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez sans doute des premières pages de Zazie dans le métro, de Raymond Queneau, la petite fille qui est là, qui a 8 ou 10 ans, et le monsieur qui lui dit « Ah, ma petite, etc., qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grande ?» Il a dit « Je veux être institutrice. » Ah, et le monsieur qui dit « Oui, c'est formidable ça. » Et alors il lui dit « Mais pourquoi tu veux faire ça? Et pourquoi tu veux être institutrice? » Et la petite qui dit c'est pour faire chier les mômes. Voilà. Alors, le monsieur, évidemment, très très choqué. Je ne suis pas souvenir, c'est comment s'appelle-t-il qui jouait ce rôle-là dans le métro? Un de nos grands acteurs dont le nom m'échappe maintenant. Pour ce que je parle de Zazie dans le métro, ah oui, parce que voilà, c'est pas pour des raisons positives, c'est pas pour une raison positive qu'elle est devenue institutrice, c'est pour se venger, c'est comme le type qui est populaire parce qu'il pète dans les soirées et qui vomit sur la table et ainsi de suite. C'est celui qui fait une mauvaise impression, c'est celui qui est pas bien élevé et qui est l'éléphant de porcelaine parmi les gens du beau monde, etc. Il y a des gens qui soutiennent Trump simplement comme ça, parce que c'est un voyou, parce qu'il est mal élevé, et ainsi de suite. Et ceux-là peuvent peut-être se laisser impressionner par un autre milliardaire.
par un vrai milliardaire, dans le sens américain, parce que par quelqu'un qui a vraiment gagné son argent, comme les bouquins vous disent qu'il faut gagner son argent, je veux dire les bouquins de management et compagnie, et pas simplement voilà, en trichant par rapport au système, voilà, en trichant sur les impôts, son père qui le sauve à la dernière minute en achetant pour des millions des jetons de son casino avec un fonds qui était alimenté par une opération véreuse voilà, de transférer des sommes pour les faire échapper aux impôts et des choses de cet ordre-là. Où est-ce qu'on en est donc On a aussi, donc on va sans doute avoir Michael Bloomberg et il n'est pas impossible, connaissant le pays, que ce soit lui qui l'emporte parce que il a en face de lui ses concurrents, ceux qui sont les mieux placés, j'ai encore parlé que les mieux placés, Mme Kamala Harris a disparu déjà de la circulation, des gens qui sont plus ou moins éclopés. Alors, tous les gens qui vous disent, moi je sais ce qui va se passer en 2020, Trump sera pas destitué, il sera réélu, etc. Tous ces gens-là, je peux dire qu'une seule chose, c'est que ils connaissent pas les dossiers, ils sont pas informés. Voilà. Alors je leur rappelle plus ou moins quand ils interviennent de manière trop tonitruante sur mon blog, on peut pas savoir ce qui va se passer. Il y a trop d'éléments. C'est pas comme une crise des subprimes où on peut dire voilà entre le point A et le point B il y a une ligne qui est clairement tracée. Non, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. En plus, il se peut passer encore des tas d'autres choses dans le monde qui peuvent avoir un impact sur ce qui aux États-Unis même, et dans le monde en général qui peuvent influer sur ce processus. Voilà, dernier jour de l'année, un petit panorama de la situation aux États-Unis à partir de voilà, d'éléments venant de différents horizons. Allez, à bientôt.